Voilà, de retour sur le plateau de la matinale, juste après la publicité avec nos différents partenaires. On retrouve directement Jean-Jacques ce matin pour la revue de presse, puisqu'il est déjà 7 heures. Monsieur, bien le bonjour et merci. J'essaie de faire comme vous, hein. C'est une signature. La signature mature. Je crois que je vais la protéger à l'OAPI, Oui. cette signature-là. Bonjour Pibayron. Bonjour Sidoine Monkam. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Baraboul Bes Bangedek se fait la Boumbangé, Mosé. Ça commence très fort. Hein. Ça commence très bien. Le Barabouk Bes. Bangedek se Boumbang. Tout ce qui nous regarde à partir d'un Boumbang. Oui, voilà. Et là, quand on dit Bimo Djoum Bimo Djoum, pour Bes Ban Chungwan. Chungwan, c'est le oignon. Oui. Chungwan. Chungwan. Voilà. Mais moi, je vais dire. On dit comment? On dit. Pourquoi je suis perdue là? Je vais dire bonjour à tous les mions. Voilà, monsieur ce matin. Merci de nous livrer le contenu de la revue de presse Jean-Jacques. On va commencer par le Cameroun Tribune ce matin. La rentrée de la presse ce matin, c'est naturellement avec ce regard jeté sur la nomination des premiers responsables de l'Académie nationale de football, l'ANAFOOT, tel que décidé par le président de la République, qui a choisi comme président du conseil d'administration le président Issa Ayatou et comme directeur général de cette structure, Karl Enongachou, le sélectionneur national de l'équipe féminine du football du Cameroun, mais également l'entraîneur principal de Colombe, du Dja et Lobo. Les responsables sont connus, indique Cameroun Tribune, qui rattrape cette information ce matin, tout naturellement en donnant la parole à l'un des acteurs majeurs de ces choix du chef de l'État, notamment Karl Enongachou, qui donne son point de vue dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin relativement à cette nomination et la mise en œuvre de cette structure créée par décret présidentiel il y a cela quelques années maintenant, en 2014, pour rattraper tout simplement la dernière date et le dernier acte pris par le chef de l'État avant la désignation du président du conseil d'administration, du directeur général et du directeur général adjoint de cette structure. Autre information rattrapée par Cameroun Tribune ce matin, c'est cette quête des financements mise en place, cette quête par le Cameroun et pilotée par le président Paul Biya, qui est à la recherche des financements pour essayer d'accélérer le processus d'atteinte du point d'émergence à l'horizon 2035 pour le Cameroun. Paul Biya est en train de consulter, il a reçu en audience d'ailleurs, le chef de l'État a reçu Christina Rivero de Taizen, qui est spécialisée en investissement et mobilisation des capitaux. La consultante internationale a évoqué avec son hôte les possibilités d'aider le Cameroun dans son développement de l'atteinte de l'émergence. C'est d'ailleurs la grande une choisie par Cameroun Tribune ce matin autour de cette activité présidentielle au Palais de l'Unité des Tout-Dits. Quels peuvent être les résultats? Quels sont les points recherchés par le Cameroun avec ces différentes consultations qui sont menées par le chef de l'État? Cameroun Tribune en parle ce matin et Cameroun Tribune n'a pas oublié d'évoquer justement la catastrophe ferroviaire des ECA, le rapport d'enquête qui est connu à travers un communiqué rendu public par le secrétariat général de la présidence de la République. On le voit bien au-delà de ce qui est dit, ce qui est constaté, les responsabilités qui sont établies. Cameroun Tribune le souhaite activement. Plus jamais ce genre de catastrophe dans notre pays. Mais ce sont des promesses faites par le chef de l'État qui ont été tenues. C'est ce que nous rappelle par exemple l'éditorial signé Marie-Claire Nana, directrice générale de la Société de presse et d'édition du Cameroun, dans les colonnes justement de Cameroun Tribune, qui indique par exemple que l'esprit des ECA doit nous rappeler 1001 choses, mais davantage savoir que le chef de l'État a marqué par le respect de la parole donnée et s'était engagé à suivre de près cette affaire. Il le tient, il le fait, il a rendu public les résultats de cette enquête, même si le temps mis peut être interrogateur, mais ce n'est pas le plus important. Il y a davantage la pertinence de ce rapport et la crédibilité de ce rapport qui devrait retenir l'attention des uns et des autres avec les faits qui matérialisent en tout cas l'option prise par le chef de l'État. Il n'avait pas manqué de l'annoncer. Il a finalement fait. L'éditorial est à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Cameroun Tribune qui nous propose plusieurs autres pages, y compris le film d'un vendredi noir le 21 octobre 2016 du côté des ECA. Cette catastrophe qui a fauché la vie à près de 80 Camerounais avec plus de 500 blessés. Des dégâts matériels considérables également, mais derrière justement cette catastrophe, il y a la compassion, l'accompagnement et l'action du chef de l'État. Le geste du chef de l'État réconforte les blessés, indique par exemple Maître Michel Vouken, avocat des victimes du déraillement des ECA dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Ça va changer les relations entre l'État du Cameroun et Camerail, puisque la convention de concession entre les deux structures va faire objet d'un audit. Comment comprendre cet audit?
Pour répondre à cette question, Mutation donne par exemple la parole à un expert des questions ferroviaires, Benoît Essiga, qui faisait partie des enquêteurs commis par le procureur de la République près la cour d'appel du centre suite à la catastrophe des Écarts. Il répond aux questions de Mutation relativement à la publication de ce rapport, les mesures qui ont été prescrites, pour quelle portée ces mesures prescrites par le chef de l'État doivent être appliquées, dit-il dans les colonnes de Mutation ce matin. À quoi servirait finalement un audit de la concession près de 20 ans après cette concession entre l'État et Camrail? Un audit de la concession de 1999 en passant par l'avenant 2005 et celui de 2008 nous dira, répond-il, si effectivement les tâches dédiées à la société Camrail ont été bien remplies. Autre préoccupation, quand on connaît par exemple la toute puissance de Bolloré et ses rapports dits très étroits avec le pouvoir, à quoi faut-il s'attendre, étant donné seulement que Camrail est le principal responsable de cet accident? Il le dit, je sais qu'il y a un chef d'État au Cameroun, je sais qu'il y a une catastrophe et que les Camerounais sont morts et que les dégâts matériels très importants ont été constatés. Il ne me reviendrait à aucun moment de penser que les vivants que nous sommes et que le chef de l'État compris puissions défendre quelque intérêt que ce soit contre ceux-là qui n'ont plus la capacité de se défendre. Il donne également quelques explications et réponses techniques dans les colonnes de Mutation, et Mutation comme la plupart des sites qu'on a reçus ce matin, qui s'arrêtent également sur cette conférence de presse ou cette conférence interdite d'Amnesty International, mais également cette sortie du tribunal militaire qui annonce peut-être la libération des leaders du consortium. C'est à lire avec Mutation ce matin, mais c'est davantage à lire dans les colonnes de l'Essentiel du Cameroun, un dossier costaud sur la catastrophe ferroviaire des ECAM. Le rapport qui accable Camrail, l'Essentiel du Cameroun, nous donne l'essentiel justement du contenu du communiqué de la présidence de la République sur les causes de cet accident, sur les responsables et les responsabilités, sur l'indemnisation des victimes, mais les réponses à une question de sortie: que va-t-il se passer maintenant? Le costaud dossier est publié et proposé par l'Essentiel du Cameroun sur tous ces points qui bénéficient d'éclairage pour le bonheur justement des lecteurs qui chercheront davantage à comprendre ce que veut dire la sortie du chef de l'État, quelles sont les attentes justement à nourrir à la fois pour l'amélioration du système de transport ferroviaire du Cameroun, mais la prise en charge directe justement des victimes de cette catastrophe. Ce que révèle le rapport nous propose notre confrère ce matin, qui s'arrête sur la vitesse excessive, qui s'arrête sur la situation du conducteur reconnu par le communiqué, qui avait alerté sa hiérarchie, mais également la qualité de ces voitures chinoises qui sont également mises en cause à cause d'un système de freinage problématique. Qui est donc finalement responsable dans cette affaire? La responsabilité des Camrail est également définie par notre confrère ce matin, mais il pourrait également avoir une question, celle liée à une sorte de responsabilité politique. Tout cela apparaît dans les colonnes de l'Essentiel du Cameroun, dans ce costaud dossier, avec naturellement des perspectives répondant à la question sur ce qui va se passer maintenant, l'indemnisation des victimes elles-mêmes en question. De quoi s'agit-il? Mieux organiser les secours également dans notre pays, l'une des préoccupations de ce rapport, mais il y a malheureusement le sort des personnes disparues. Que dire justement de celles des personnes, des victimes qui n'ont pas été retrouvées jusqu'à présent? Thomas Dissaké, qui a perdu son épouse dans cette catastrophe et qui n'a toujours pas retrouvé le corps de son épouse. Nous nous sentons oubliés par l'enquête, dit-il dans les colonnes de l'Essentiel du Cameroun. Le Guardian Post est dans les kiosques ce matin et nous parle justement de ce comité exécutif national spécial du NEC, du SDF, peut-être extraordinaire, qui va se tenir demain à Bamenda. Le sort des maires qui n'ont pas respecté l'appel au boycott du Social Democratic Front pourraient être scellés demain du côté de Bamenda. Les 3 maires en question sont d'ailleurs cités par notre confrère ce matin. Ils étaient bel et bien présents à la place des fêtes, les différentes localités lors de cette célébration de la fête de l'unité nationale. Qu'est-ce que le SDF va réserver à ces maires désobéissants ou qui n'ont pas obéi aux ordres de la hiérarchie du parti? C'est à lire avec le Guardian Post ce matin, qui pose justement ce titre en perspective. Le journal nous rappelle également que du côté du tribunal militaire, Maître Akbor pourrait être libéré, Dr Fontem pourrait également être libéré, mais le sort de Bibixi, Mancho et les 25 autres n'est pas connu.
peut-être qu'eux, ils vont rester en prison. Dans tous les cas, le journal s'arrête un peu avec étonnement sur la tournure que prennent les événements du côté du tribunal militaire de Yaoundé relativement à ce procès qui est ouvert contre ces personnes dans le cadre de la crise anglophone. À lire dans les kiosques également ce matin, et justement, c'est Vision 4 qui a tiré la sonnette d'alarme il y a de cela quelques jours sur le calvaire des personnes souffrant d'insuffisance rénale du côté de Douala, avec la rupture annoncée et inquiétante des consommables pour les séances d'hémodialyse. Le Messager consacre sa grande une à cette information et nous apprend d'ailleurs que depuis que cette menace de rupture est enregistrée, rupture peut-être officielle, il y a déjà eu 3 morts, selon le chiffre proposé par le journal de feu Pius Ndiaoué ce matin. L'hôpital général de Yaoundé compte déjà ces morts relativement à ces problèmes liés à l'hémodialyse, titre notre confrère, qui n'oublie pas également de parler de la crise anglophone, peut-être vers la libération des leaders. On lira également avec notre confrère Le Messager ce matin, le gouvernement qui est à l'épreuve de sa communication, on le voit bien, le SAGO 2017 est annoncé pour les 20 et 30 juillet prochains ici à Yaoundé. Naturellement, le gouvernement doit s'exposer derrière ces activités du Salon d'action gouvernementale à vitrine du Cameroun. Les institutions privées sont également appelées à se mobiliser pour montrer ce qu'elles réalisent, peut-être établir les plateformes d'échange et autres avec les visiteurs du SAGO. La Nouvelle Expression parle également du tribunal militaire. Le journal de Séverin Tchunke s'intéresse à cette libération presque annoncée des leaders anglophones en attendant justement de délibérer pour le mois de juin prochain. Il est déjà, selon notre confrère, plus ou moins clair qu'on est en train d'aller vers la libération de ces leaders anglophones. Le journal parle également de cet accident ferroviaire des ECA avec un expert qui, selon notre confrère, décortique le communiqué du secrétariat général de la présidence de la République. Et puis finalement l'Académie de football, on l'a vu avec le Messager par exemple, qui parle également de ce choix de Issa Ayatou qui est tiré de sa retraite. La Nouvelle Expression nous parle justement de l'Académie de football avec ses responsables qui ont été nommés pour gérer une coquille pratiquement vide. Forum libre et les inquiétudes autour du Ramadan 2017 qui commence demain, le mois du jeûne du Ramadan. Le gouvernement aurait-il abandonné les musulmans avec des questions liées à la disponibilité du sucre? Même si on le sait depuis quelque temps, Sosukam a répondu à cette question. Le ministère du Commerce a également répondu à cette question. Mais Forum Libre trouve qu'il y a encore des inquiétudes sur relativement la disponibilité du sucre et que le gouvernement semble ne pas se mobiliser de façon particulière pour ne pas amener les musulmans à passer cette période d'abstinence sans sucre. Le journal parle également de remaniement ministériel. Ils veulent tous entrer au gouvernement. Quelles sont ces personnalités qui se mobilisent et utilisent tous les artifices pour espérer entrer au gouvernement? C'est à lire dans les colonnes de ce journal. Info Sud, Info Plus nous parle de cette mobilisation de l'Académie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le lancement des différents séminaires RDPC est enregistré du côté des Bolova. C'est Madeleine Tchouente qui va piloter justement ces séminaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Aux côtés de Madeleine Tchouente, on retrouve le professeur Jacques Famdongo. Les deux personnalités citées par Sud Info Plus ont sa grande une ce matin pour mobiliser le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région du Sud. Ils ont déjà, au regard justement de la préparation de ce séminaire, ils ont déjà réussi le pari de la mobilisation des militants de base dans la région du Sud. À lire également avec Sud Info Plus ce matin, cette région qui est déjà satisfaite, c'est un dossier, la région du Sud, en rang serré avec le président Paul Biya, c'est rang davantage serré grâce aux nombreux projets qui sont développés dans cette partie du pays. D'ailleurs, le journaliste, au-delà des projets, des personnalités qui semblent aujourd'hui maintenir très vive le flambeau ou la flamme du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région du Sud. Mais les projets, le port en eau profonde de Créby, les chantiers routiers qui sont également avancés de ce côté-là sont listés par le journal Sud Info Plus. Et puis la vitrine nous parle de ces séminaires régionaux pour 2018 qui sont lancés dans le cadre des activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'Académie du RDPC, mais également la présidence
présidentielle 2018 avec un candidat, Georges Gilbert Baonla, qui annonce sa candidature. Le fils aîné du chef de l'État annonce sa candidature pour l'importante échéance politique attendue l'an prochain et le dit, il est le candidat idéal selon la grande une choisie par le journal La Vitrine qui est en kiosque ce matin. Génération Verte nous parle justement d'un mystère. Yaoundé, le quartier Messassi, semblerait-il, selon nos confrères, règne un serpent tout à fait mystérieux de ce côté-là qui sèmerait la panique. Je vous lis quelques points. Alors que la foule s'apprête à donner un assaut mortel à un énorme serpent retrouvé dans le domicile d'une dame de ce quartier, un voisin s'interpose et préfère l'étrangler lui-même de ses propres mains. Mal lui en a pris, puisque le dangereux reptile le mord. L'infortuné sombre ensuite dans un coma d'où il ressort. Heureusement, 3 jours plus tard, son attitude suicidaire intrigue. Était-il un apprenti charmeur de serpent ou alors un lugubre personnage qui voulait épargner la vie de son totem? Nul ne saurait le dire, mais le journal consacre quand même sa grande une à cette affaire de serpent mystérieux du côté du quartier Messassi. Affaire à lire absolument, même si c'est une affaire qui fait pleurer et rire en même temps. Mais le journal nous parle en tout cas de l'élevage dans notre pays, mais également de ce signal fort en direction des braconniers avec l'incinération des écailles de pangolins qui ont été saisies entre les mains de ces braconniers-là. On peut également découvrir les attentes de l'agriculture de seconde génération qui se prolongent dans le cadre des projets agricoles structurants. C'est à lire absolument dans les colonnes de ce journal vert, Génération Verte, qui est dans les kiosques ce matin. Et puis le week-end s'ouvre avec cette belle lecture. Les danses orientales sont annoncées au Cameroun et c'est Week-end qui en parle, sport et loisirs. Show annoncé à Angola, les danses orientales qui sont connues comme étant les danses du ventre. D'ailleurs, on voit la photographie choisie par notre confrère en sa grande une ce matin, le magazine qui nous fait également le point des activités culturelles et même culinaires à découvrir. Martial Tapolo, par exemple, sur les pas de fashionistes avec l'envoyé spécial qui s'est rendu du côté de Cannes, mais également trucs et astuces, le ramadan qui arrive, comment vivre justement cette période d'abstinence. C'est dans trucs et astuces proposés justement par Week-end Sport Loisirs, édité par la Société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam. Et tout naturellement, c'est pour la magnifique lecture du week-end de la charmante Sidoine Moncam. Oh, merci Jean-Jacques. Cadeau pour madame. Merci. Merci monsieur pour cette Très belle gentil. lecture. C'est quand même amusant de vouloir tordre le cou d'un serpent. Je ne sais pas si le serpent c'est, je sais pas, un chien, un chat. D'accord. On va revenir sur une ou deux questions qui retiennent notre attention ce matin. Tout d'abord, on va s'attarder un tout petit peu sur le rapport donné par le chef d'État par rapport à l'incident du 21 octobre dernier. Peut-on s'attendre, Jean-Jacques, à un changement et à une prise en charge sérieuse de Camrail en matière de sécurité sur la voie ferrée? Ben naturellement qu'il revient à Camrail de faire son travail. C'est pour cela que vous voyez le communiqué qui a été rendu public par le chef de l'État parle davantage d'un audit de la concession si en 1999 pour voir exactement si les cahiers de charges ont été respectés. Ce que Camrail avait prévu faire, est-ce que cela a été fait dans les normes qui avaient été établies pendant cette signature de concession? C'est de cela qu'il s'agit, même si le temps passe et que c'est pratiquement une vingtaine d'années plus tard qu'on est en train de vouloir relire cette convention de concession. La lecture de cette convention de cession, l'audit en question permettra de savoir exactement s'il y a eu négligence quelque part, s'il n'y a pas eu un travail qui a été fait conformément justement à ce que l'État avait concédé à l'entreprise Camrail. C'est important. Mais vous verrez également qu'au-delà de cet aspect, il y a la création d'une société qui avait déjà été programmée depuis la signature de convention. Cette société-là qui devait permettre au moins de s'occuper au quotidien de la qualité du rail dans notre pays, de la qualité du transport ferroviaire dans notre pays. D'ailleurs, le journal le dit, par exemple, qu'il y a la création d'une société de patrimoine ferroviaire. Naturellement, le patrimoine ferroviaire doit être en permanence entretenu au Cameroun. Il ne doit pas être abandonné comme on a l'impression de le constater, mais l'État doit avoir son regard sur le patrimoine ferroviaire au Cameroun. C'est de la responsabilité de l'État, même si en concessionnaire, mais c'est l'État qui doit mettre en place la structure ferroviaire de façon totale. Et la concession n'annule en rien la responsabilité ou le regard
que l'État devrait jeter sur tous ces aspects, surtout qu'il s'agit là en tout cas du transport des Camerounais, de la vie des Camerounais ou de tous les passagers qui sont engagés sur le territoire camerounais à prendre la voie ferroviaire. Ce qui est important, il faut le préciser aujourd'hui, parce que lorsque nous lisons les différentes critiques autour de ce rapport, les Camerounais n'ont pas lu le rapport en question. Ce que nous savons aujourd'hui, ce que nous avons eu, c'est un communiqué. D'ailleurs, si vous avez eu la copie, il s'agit bien d'un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République qui restitue l'économie que le président de la République fait du rapport qui lui a été transmis. C'est-à-dire que le document signé du président de la commission d'enquête, qui est le premier ministre chef du gouvernement, a été adressé au chef de l'État. Après exploitation de ce rapport, le chef de l'État propose donc un communiqué qui ressort essentiellement les principaux points de ce qui s'est passé, des constats, de l'engagement de l'État, mais également des perspectives. Qu'est-ce qui va changer? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, à partir de ce moment, n'ayant pas lu le rapport, n'ayant pas été à la place du chef de l'État qui a eu tous les détails sur le rapport, parce qu'un rapport sur une enquête comme celle-là ne porte pas sur 2 pages. Bien sûr. C'est des dizaines de pages d'éléments, des témoignages, et vous voyez bien qu'on précise qu'il y a des expertises internationales neutres qui a été sollicitées pour la réalisation de ce rapport. Et donc, ceux qui disent aujourd'hui que ouais, le président a dédouané telle personne ou telle personnalité, on ne peut pas le dire. Et pour vous dire justement qu'on ne doit pas s'arrêter à tout cela, le président vient annoncer que le document, le rapport en question doit être transmis aux institutions judiciaires du pays. C'est là-bas justement que chacun va aller répondre de sa responsabilité. Qu'elle soit principale ou pas principale, chacun ira répondre là-bas devant les juridictions compétentes des responsabilités. C'est à partir de ce moment qu'on partira certainement de la responsabilité à la culpabilité. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes encore en train de lire et décrypter le communiqué de la présidence de la République. On espère justement que le volet judiciaire va être accéléré. Parce qu'on attend de savoir, pour ne pas être bloqué par des questions comme celles qui sont posées par l'expert qui répond aux questions d'ammutation, jusqu'où on peut aller, compte tenu de la toute-puissance, par exemple, de Bolloré. La question mérite d'être posée aujourd'hui. Mais non, si le chef de l'État a pris l'engagement, et quand on lit le communiqué, on sent qu'il y a un esprit libre dans ce communiqué-là, eh bien, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on ne se dise pas que c'était de la poudre aux yeux, ce communiqué-là, mais que de façon totale, le chef de l'État a décidé, il a promis d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Il a rappelé le 31 décembre dans son discours à la nation qu'il tirera toutes les conclusions de cette affaire. Et je pense justement qu'on est en bonne voie. Il lui revient maintenant, et il revient également aux institutions compétentes, notamment la justice, d'aller jusqu'au bout. Mais la justice peut se saisir, tout procureur aujourd'hui peut se saisir de cette affaire et ouvrir justement les volets judiciaires. Les familles des victimes également peuvent se lancer dans des poursuites puisque justement ces familles-là ont déjà en main quelques éléments qui peuvent meubler les dossiers judiciaires. Voilà. Il y en a quand même qui se considèrent un peu comme les oubliés de ce rapport, ceux-là qui ont eu à perdre des familles, des disparus, hein, on va dire comme ça, ceux des familles, je vais dire quoi, les familles des disparus, Jean-Jacques. Oui, au regard du communiqué, c'est tout à fait légitime que les familles des victimes qui n'ont pas été retrouvées jusqu'à présent se plaignent, mais encore, on retrouve ce que je disais tantôt, ce n'était que l'exploitation de quelques aspects de ce rapport. Allons savoir si effectivement il y a quelque chose qui a été prévu concernant justement celles des familles qui n'ont pas retrouvé certaines personnes qui étaient embarquées dans ce train 152 et ces personnes ont davantage raison de se plaindre parce que même l'aspect que le communiqué retient qui parle du milliard de francs CFA pour les victimes et les proches des victimes, il y a une étude précise qu'il faut faire. Il faut encore expliquer justement qui a droit, entre guillemets, même si on parle d'argent derrière une affaire aussi dramatique comme celle-là, mais c'est un État, ça existe comme ça. Partout, on est obligé d'évoquer ces questions-là. Qui pourrait en bénéficier? Parce que vous avez vu naturellement les familles de ces victimes portées disparues jusqu'à présent. On a vu à Ezeka également, les images ont été diffusées par Vision 4, les secouristes
ceux des jeunes des ECA qui se sont mobilisés très tôt, qui étaient là, qui portaient des blessés, qui portaient des morts, qui mobilisaient les véhicules, qui disent également peut-être qu'on devrait également penser à ces personnes qui se sont mobilisées. Dans tous les cas, les débats comme ceux-là vont être ouverts pendant longtemps. Ce qui est important, c'est comme le dit Cameroun Tribune, plus jamais. Comment aller à plus jamais? S'assurer de la qualité du chemin de fer au Cameroun. S'assurer de la qualité des véhicules qu'on utilise sur le chemin de fer camerounais. S'assurer de la responsabilité de ceux qui sont en charge du transport ferroviaire. Ne plus jamais abandonner tout un pan important de l'économie, du social, comme le transport, comme cela semble être le cas, parce que c'est dit. Si le chef de l'État appelle à mise en place de cet audit, ça veut dire que l'État est en train de constater quand même que quelque part, peut-être qu'il y a une défaillance dans notre système de suivi et de contrôle des concessions qui ont lieu dans notre pays. Donc plus jamais ce genre d'abandon, plus jamais une légèreté, plus jamais des actions politiques autour j'allais dire, des faits techniques. Il faut que le politique joue son rôle et que le technique joue également pleinement son rôle. Plus jamais ça concerne également l'état de la route. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la catastrophe des ECA arrive après une catastrophe routière. Le pont de Maniaï qui s'était effondré, les gens qui se sont tous versés dans le train et avec les conséquences qu'on peut imaginer et quelques actions qui sont déplorables et qui sont retenues par le rapport d'enquête. Plus jamais ça, c'est également l'aménagement de bonnes routes dans notre pays, que les axes routiers qui portent des noms assez bizarres comme axe lourd, parce que c'est plus lourd en nombre de morts qu'autre chose dans notre pays, qu'on n'ait plus ce genre d'axe routier, mais qu'il soit lourd par la qualité du trafic, par la qualité de l'infrastructure routière, par l'autoroute, les vraies autoroutes. Donc plus jamais ça concerne également la route dans notre pays, plus jamais ça concerne également l'amélioration du système de transport aérien. Parce que vous vous souvenez que lorsque le pont s'effondre, les gens vont à l'aéroport, ne peuvent pas avoir un vol Camerco et se versent tous sur le train. La conséquence, on la connaît désormais. Donc plus jamais ça devrait également amener le Cameroun à ne pas avoir des gens qui s'alignent pour prendre un avion comme s'ils venaient le cas pour aller à Doumentan. Non, il faut qu'il y ait des avions en permanence. L'activité économique est dense au Cameroun. L'activité touristique est appelée à être dense et densifiée dans notre pays. Et donc le système de transport aérien doit également être amélioré. Aller au Congo démocratique, aller au Nigeria, vous vous déplacez en avion comme si vous preniez le PEP pour aller au Kola. C'est de cela qu'il s'agit. On doit pouvoir améliorer le système de transport aérien pour limiter les risques justement de ce genre de cafouillage à l'aéroport ou de ce genre de cafouillage qu'on voit dans les agences de transport terrestre ici dans notre pays. Voilà globalement comment on doit réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce qui va changer? Vers où le Cameroun va aller pour éviter justement qu'on se retrouve avec des catastrophes comme celle-là? Il ne faut pas qu'on se limite justement à Camrail, parce que tout le monde regarde Camrail. Mais d'accord, on va fouetter, taper sur les lois de Camrail, on va relire la concession et autres. Mais il va rester que le système de transport au Cameroun est appelé à être amélioré. On voyage encore comme du bétail dans notre pays. Vous prenez un bus, vous trouvez les gens assis sur les escaliers, et ainsi de suite. Le vendeur de soya et de gésiers vous envahit là-bas, ils volent vos téléphones portables. On ne voyage pas dans de bonnes conditions dans notre pays parce que le système de transport n'a pas été amélioré. Et il faut qu'on l'améliore parce que le Cameroun mérite mieux que ce qui se passe là. Et du coup, les clichés sont nombreux. Vous prenez le train. On dit train voyageur, pas très différent du train marchandises, parce que vous êtes ici, les bœufs sont derrière, et vous êtes en train de voyager. Vous prenez l'avion, pas très différent de l'OPEF. D'abord, il n'est pas là tous les jours, cet avion-là. Vous prenez la route avec les bus que nous connaissons. On vous fait marcher à pied sur des kilomètres, on vous dit que c'est pour la sécurité, on contrôle les cartes nationales d'identité sans aucun résultat, parce qu'on vous fait descendre les bagages et il reste. C'est-à-dire que s'il y avait un problème, c'est dans la soute à bagages qu'il faut aller voir. Mais vous êtes obligé de marcher, même si vous êtes malade, à pied, une fois, deux fois pour arriver sur 200 quelque chose de kilomètres. Vous faites 6 heures de route. Mais c'est quand même nécessaire, vous trouvez, tout est au départ. Le nécessaire, là, c'est à l'embarquement. Il faut contrôler les bagages à l'embarquement. Lorsqu'on est en train de mettre les bagages dans la soute, lorsque les passagers sont en train de monter dans le bus, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut veiller à l'identification des passagers. Ce n'est pas quand on arrive en Bankomo
qu'on commence à voir le spectacle là. D'ailleurs même, de quoi s'agit-il ces contrôles? Il y a un problème. Il faut qu'on voit les chiens renifleurs. Il faut qu'on voit le système de dépistage des métaux. Est-ce qu'il y en a? C'est ça le problème. Donc le reste là, parfois on fait plus souffrir les passagers que rechercher une véritable solution. Vous trouverez donc un poste de péage qui vous agresse parce qu'il est laid et il ne mérite pas d'être installé là. Les morceaux de bois, les morceaux de hesse, les morceaux de fût. On appelle ça poste de péage dans un pays qui se veut respectable comme le Cameroun et qui encaisse beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et du coup, comme le poste de péage lui-même ne paye pas la mine, vous trouverez l'agent qui est installé à ce poste de péage-là, qui jongle avec les tickets. Allez, soyez vigilants, lorsque vous donnez 500 francs, le type a déjà les tickets coupés que les autres ont laissés. Il vous sort un ticket par le bas, il vous donne. Vous faites 2 pas, vous regardez la date, vous vous rendez compte que c'est le ticket d'hier qui vous a vendu. Le gars a sa poche gauche et la poche droite pour l'État qui n'est jamais remplie, mais sa poche gauche personnelle est remplie. Le poste de péage, ça ne vaut pas la peine. Le pesage, ça ne vaut pas la peine. Donc il y a beaucoup de problèmes dans le système de transport de façon globale au Cameroun. Il faudrait qu'on s'asseye. Au-delà de la catastrophe ferroviaire des ECA, la route au quotidien connaît des catastrophes incroyables. Nous perdons des milliards de francs, nous perdons des centaines de milliers de personnes à cause des accidents sur les axes routiers. Je pense que l'audit, c'est bien pour la concession, mais on doit auditer le système de transport de façon globale dans notre pays. Merci, monsieur. On a encore quelques minutes. On va peut-être s'attarder sur le plan de la santé. La semaine dernière, vous avez présenté dans le cadre de votre journal un reportage sur cette jeune fille qui a été retenue dans un hôpital du côté d'Ungusso là-bas. Et plusieurs cas précisément. Ouais. Et j'ai particulièrement suivi ce reportage et les explications données par la jeune fille. Jean-Jacques, comment peut-on améliorer la situation de ces personnes qui se retrouvent souvent dans ce genre de situation? Parce que c'est signalé dans plusieurs hôpitaux. Hein. On peut avoir 50 000 francs lorsqu'on va à l'hôpital et puis après on se retrouve avec une grosse facture. On préfère vous garder là pendant des jours, des semaines, des mois. Mais c'est grave. C'est grave parce qu'il faut qu'on aille à la socialisation des soins de santé. C'est-à-dire qu'on permette au Cameroun, avec la couverture santé universelle qui est annoncée aux Camerounais, de pouvoir se soigner, de pouvoir être pris en charge dans les hôpitaux, sans devenir les prisonniers de l'hôpital. Vous savez comment on appelle de ce côté de l'hôpital gynéco-obstétrique? C'est Mokolo. Écoutez-moi un nom. C'est Mokolo, c'est-à-dire que là on trouve tout à la fois, le vrac de ce côté-là. Vous imaginez une femme qui a porté 9 mois sa grossesse, se retrouve prisonnière à Mokolo, dans un centre hospitalier. C'est-à-dire qu'on sait que là-bas, là, ce n'est pas loin d'être au Guantanamo. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est une sorte de Guantanamo. On a vu les images qui ont été tournées là-bas. Il n'y a même pas de grille aux fenêtres. Il n'y a même pas de moustiquaires. C'est-à-dire que vous êtes là-bas et vous avez les tout bébés. Vous ne pouvez pas imaginer justement le drame de ces gens qui n'ont plus d'argent et qui se retrouvent prisonniers. Plus vous les gardez là-bas, plus la facture augmente et moins ils ont la chance de pouvoir sortir de ces hôpitaux-là. C'est un problème. Je pense qu'il doit être réfléchi de façon globale. Que doit-on faire? Nous avons connu cette jeune fille qu'on a montée en reportage, qui a même dit que moi je suis prête à faire les travaux ménagers ici. Je balaye tout, je lave tout, pourvu que vous me libériez avec mon enfant. Ça fait 4 mois. Elle a mis au monde son bébé et elle a gardé dans cet hôpital-là. Et donc il y a un problème. Au-delà de ce que les âmes généreuses peuvent se mobiliser, ceux qui ont l'habitude de dépanner tout le monde, même quand on n'a pas demandé, ils peuvent se mobiliser de ce côté-là, ceux qui attendent qu'on les appelle présidents. Voilà là où il faut aller jouer les présidents si on veut faire les âmes généreuses. Mais davantage, c'est le système qui doit être vu. C'est le système qui appelle à être corrigé. L'hôpital, c'est quoi? C'est le social. Le social, c'est davantage quoi? C'est ceux qui n'ont pas de moyens. Parce que ceux qui ont les moyens ne vont pas accoucher là-bas. Ceux qui ont les moyens ne vont pas là-bas. Nous qui allons là-bas, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Et lorsqu'on arrive, que les prix soient quand même adaptés aux petits moyens que nous avons. Il n'y a pas de magie. Cette femme qui déambule dans les rues de Yaoundé, vous l'avez vu, dont le papa de l'enfant en question a même porté disparu. Oui. Elle déambule à Yaoundé. Qu'est-ce qui va lui arriver demain? Elle laisse son bébé. Elle laisse le bébé. À d'autres qui sont aussi en Mokolo là-bas. Qui donne les morceaux, parce qu'elle dit que là-bas, elle vit comment? Quand une femme est venue normalement accoucher, elle s'en va. Les restes des médicaments, on lui donne, elle vend. Et ça lui permet d'acheter le lait pour son enfant, ça lui permet de se nourrir. Lorsque un malade sérieux qui avait l'argent est reparti, on lui dit que maman, voilà le reste des biberons, voilà le reste de ceci, elle vend
elle transforme en argent, elle essaye de s'occuper d'elle et de son enfant pour manger quand même. Lorsqu'elle déambule dans les rues de Yaoundé pour trouver des moyens, qu'est-ce qui peut lui arriver? Elle est tentée par quoi? Elle peut aller se prostituer pour avoir de l'argent. Elle peut faire du n'importe quoi pour avoir de l'argent et aller sortir justement de cette prison de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Est-ce que c'est normal de les garder autant? Bon, disons que dans les normes, s'il est établi que vous entrez à l'hôpital, vous payez avant de sortir, il faut payer avant de sortir. C'est ça le principe. Mais ce principe est un problème parce que justement, il reste dans l'aspect commercial. On a l'impression que c'est le commerce. C'est comme un hôtel, finalement, de ce côté-là. Bon, l'hôtel, c'est propre. C'est comme une auberge de ce côté-là. Donc, il faut qu'on voit tout le système et qu'on permette à la maman camerounaise de ne pas avoir peur d'aller à l'hôpital. La conséquence, c'est quoi? Lorsqu'on voit ce reportage et que les mamans sont prises en prison à Mokolo, de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, les femmes ne vont plus aller accoucher à l'hôpital. Elles vont aller chez le docteur, faire tout et s'habiller tout. Elle dit que quelqu'un qui va vous opérer avec le couteau de ménage. C'est de cela qu'il s'agit pour mettre au monde votre enfant dans des conditions hygiéniques et autres dangereuses. C'est quelqu'un qui va aller accoucher n'importe où. Parce que justement, les volontaires pour les accouchements ne manquent pas. Faites un tour au Crada, vous verrez justement qu'il y a des spécialistes là-bas. Donc, tout le monde ira là-bas avec tous ces risques-là. Parce qu'on préfère là-bas, au moins, vous sortez avec votre enfant en main. Oui, on vous donne votre bébé, vous le portez, vous rentrez à la maison. Or, du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique, vous devenez prisonnier. On vous surveille à la caméra. D'ailleurs, cette fille qui s'est exprimée sur le reportage de Vision 4 est traquée jusqu'aujourd'hui. Oui. Nous recevons ces appels au quotidien qui dit que tout le monde les menace ici. Depuis que ce reportage a été diffusé, elle est menacée. Il y a eu 3 femmes, semblerait-il, qui ont été libérées là-bas de Guantanamo, de l'hôpital. Et justement, les autorités sont en train de chercher comment on a fait pour faire sortir ces femmes. Semblerait-il que le processus normal n'a pas été respecté. Mais il faut aujourd'hui que ceux qui s'occupent du volet social aillent voir dans les hôpitaux au Cameroun comment on peut aller accoucher et on devient prisonnier juste parce qu'on n'a pas de moyens. Et on manque de ça, les gens. On pourrait exploiter cet espace-là pour ajouter d'autres lits supplémentaires, des soins. Mais quand on abandonne tout un côté comme ça, sans entretien, la broussaille autour et tout ce qui va là. Ce qui est dangereux, vous avez vu la qualité des fenêtres. C'est-à-dire que boulevard de moustiques, boulevard de tout ce qu'on peut imaginer. Donc les enfants là, les mamans qui n'ont pas d'argent, vont repartir de là-bas un jour avec des enfants plutôt malades. Ouais. Plutôt malades. Mais l'hôpital est censé protéger la vie. Donner la vie, protéger la vie. Je ne suis pas sûr qu'en libérant cette femme, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique va tomber en faillite. Je ne suis pas sûr qu'en comprenant justement que ces gens ne peuvent pas, à moins d'aller voler. Parce que ces femmes qu'on a vues, non que soit une prostitution, et vous imaginez une femme qui vient d'accoucher, aller à Essos ou autre chose, ce n'est pas bon. Si elle va faire autre voler, ce n'est pas bien du tout. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on l'espère, on va avoir des réactions constructives derrière cette affaire. Payer, c'est bien, mais qui peut payer, qui doit payer, comment payer, il faut qu'on examine dans le fond, justement. Ceux qui parlent d'audit, il faut auditer le fonctionnement de ces hôpitaux. Lorsqu'on inaugurait l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, souvenez-vous de la première dame, de son époux et consort, on voyait comment l'hôpital allait être vraiment le social. Que se passe-t-il? L'aspect social est allé où? Pourquoi certains responsables des hôpitaux? Parce qu'ils sont à la tête des quincailleries. L'hôpital, c'est la vie, c'est le social, c'est la pensée sociale. Il faut justement qu'on aille dans ce sens-là. On espère que le ministre Mama Fouda, qui a l'habitude de réagir, va réagir pour aller voir du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique pourquoi l'hôpital est devenu la prison. Parce que si vous faites les clichés de l'hôpital, vous faites également les clichés de certaines cellules, ce n'est pas très juste un nom comme Mokolo. Mokolo. Voilà. Merci Jean-Jacques. Et on va souhaiter bien de choses à M. Ngono Etundi Béranger, puisqu'on célèbre les Béranger, les présidents de la section OJRDPC Ngoumou. C'est de la part de Dr Sémé Ambroise qui lui souhaite bien de choses ce matin. Et on va également souhaiter un joyeux anniversaire par anticipation à Inès Bellinga, qui aura 1 an de plus demain. Monsieur, c'est son tour. C'est son tour. Moi, je voulais souhaiter particulièrement
beaucoup de courage à la communauté musulmane. Demain commence le Ramadan, le jeûne au mois du Ramadan, beaucoup de courage. D'ailleurs, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun a rendu public un communiqué qui appelle davantage à beaucoup de courage pendant cette période-là. On sait que c'est pénible. On salue toute la communauté musulmane. On essaiera d'être là avec des paquets de sucre et autres pour vous accompagner. Avec on vous rendra souvent visite aussi à 18h. La bonne bouillie, le croissant. La bonne heure, hein. On vous rendra souvent visite à 18h. Je voudrais saluer également tous les membres de la DICODEN, la dynamique communautaire de développement du Oignon, qui est conduite cette DICODEN-là par le ministre Ange-Michel Anguin et qui fait dans le social. Demain, c'est la cérémonie de remise des bourses à tous les bacheliers du département du Oignon, ceux qui ont eu le bac à la dernière session, vont recevoir des bourses venant justement des poches de la DICODEM. Je crois que c'est une belle initiative. Ce sera demain à Bomba. Merci beaucoup. Vous ne présentez pas aujourd'hui notre styliste? Pat Fashion. Pat Fashion. Mais qu'on dise bonjour également. Oui, merci une fois de plus à Pat Fashion pour le fashion du vendredi. Je pense aujourd'hui. Encore les grasses fils à l'honneur. Oui, il y a des grasses fils. Vous savez, elle a décidé de faire les tissus d'intégration nationale. Voilà, parce que l'unité nationale. Oui, c'est une femme. Donc, pas comme Patricia. Pas comme Patricia. Voilà, pas comme Patricia. Pat Fashion, elle est à Douala. On lui souhaite beaucoup de courage. On lui dit merci encore de nous fashionner comme ça tous les vendredis. Patricia, merci beaucoup. Jean-Jacques, profitez du week-end. Revenez lundi. Avec le même sourire, intact. Intact. Et on rappelle que l'ambiance de vos un an de plus, c'est ce week-end, non? Justement, on l'a annoncé. Hein, c'est non, revenez-nous intact. Ne changez pas. Fulangenge El Zaza. Avec un peu de pas de la yanga. Oui. Voilà, surtout. Au rendez-vous. Surtout. Bon week-end à vous, on se retrouve lundi, s'il plaît à Dieu. Merci à vous d'être toujours avec nous. On rappelle qu'on sera avec les membres de l'organisation de ce magnifique concert du grand maître Rabarabi. Ce sera dans le 1er juillet prochain, ici au stade Omnisport de Yaoundé. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, la séquence publicitaire. Être les résultats, quels sont les points recherchés par le Cameroun avec ces différentes consultations qui sont menées par le chef de l'État. Cameroun Tribune en parle ce matin et Cameroun Tribune n'a pas oublié d'évoquer justement la catastrophe ferroviaire des ECA, le rapport d'enquête qui est connu à travers un communiqué rendu public par le secrétariat général de la présidence de la République. On le voit bien au-delà de ce qui est dit, ce qui est constaté, les responsabilités qui sont établies. Cameroun Tribune le souhaite activement. Plus jamais ce genre de catastrophe dans notre pays. Mais ce sont des promesses faites par le chef de l'État qui ont été tenues. C'est ce que nous rappelle par exemple l'éditorial signé Marie-Claire Nana, directrice générale de la Société de presse et d'édition du Cameroun, dans les colonnes justement de Cameroun Tribune, qui indique par exemple que l'esprit des ECA doit nous rappeler 1001 choses, mais davantage savoir que le chef de l'État a marqué par le respect de la parole donnée et s'était engagé à suivre de près cette affaire. Il le tient, il le fait, il a rendu public les résultats de cette enquête, même si le temps mis peut être interrogateur, mais ce n'est pas le plus important. Il y a davantage la pertinence de ce rapport et la crédibilité de ce rapport qui devrait retenir l'attention des uns et des autres avec les faits qui matérialisent en tout cas l'option prise par le chef de l'État. Il n'avait pas manqué de l'annoncer. Il a finalement fait. L'éditorial est à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Cameroun Tribune qui nous propose plusieurs autres pages, y compris le film d'un vendredi noir le 21 octobre 2016 du côté des ECA. Cette catastrophe qui a fauché la vie à près de 80 Camerounais avec plus de 500 blessés. Des dégâts matériels considérables également, mais derrière justement cette catastrophe, il y a la compassion, l'accompagnement et l'action du chef de l'État. Le geste du chef de l'État réconforte les blessés, indique par exemple Maître Michel Vouken, avocat des victimes du déraillement des ECA dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Ça va changer les relations entre l'État du Cameroun et Camerail, puisque la convention de concession entre les deux structures va faire objet d'un audit. Comment comprendre cet audit? Pour répondre à cette question, Mutation donne par exemple la parole à un expert des questions ferroviaires, Benoît Essiga, qui faisait partie des enquêteurs commis par le procureur de la République près la cour d'appel du centre suite à la catastrophe des ECA. Il répond aux questions de Mutation relativement à la publication de ce rapport.
les mesures qui ont été prescrites, pour quelle portée ces mesures prescrites par le chef de l'État doivent être appliquées, dit-il dans les colonnes de mutation ce matin. À quoi servirait finalement un audit de la concession près de 20 ans après cette concession entre l'État et Voilà, de retour sur le plateau de la matinale, juste après la publicité avec nos différents partenaires. On retrouve directement Jean-Jacques ce matin pour la revue de presse, puisqu'il est déjà 7 heures. Monsieur bien le bonjour et merci. J'essaie de faire comme vous, hein. C'est une signature. La signature mature. Je crois que je vais la protéger à l'OAPI, Oui. cette signature-là. Bonjour Pibaïron, bonjour Sidoine Monkam, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Baraboulbes, Bongedek se fait la Boumbangé, Mosé. Ça commence très fort. Hein. Le Baraboukbes. Bongedek se Boumbang. Nous, c'est tout ce qui nous regarde à partir d'Aboumbang. Oui. Voilà. Et là, quand on dit Bimodjoum. Bimodjoum, Boulbes, Ban Chungwan. Chungwan, c'est le oignon. Oui. Chungwan. Chungwan. Voilà. Mais moi, je vais dire. On dit comment? On dit. Pourquoi je suis perdu là? Je vais dire bonjour à tous les mions. Voilà. Monsieur ce matin. Merci de livrer le contenu de la revue de presse Jean-Jacques. On va commencer par le Cameroun Tribune ce matin. La rentrée de la presse ce matin, c'est naturellement avec ce regard jeté sur la nomination des premiers responsables de l'Académie nationale de football, la NAFOOT, tel que décidé par le président de la République, qui a choisi comme président du conseil d'administration le président Issa Ayatou et comme directeur général de cette structure, Karl Enongachou, le sélectionneur national de l'équipe féminine du football du Cameroun, mais également l'entraîneur principal de Colombe, du Dja et Lobo. Les responsables sont connus, indique Cameroun Tribune, qui rattrape cette information ce matin, tout naturellement en donnant la parole à l'un des acteurs majeurs de ces choix du chef de l'État, notamment Karl Enongachou, qui donne son point de vue dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin relativement à cette nomination et la mise en œuvre de cette structure créée par décret présidentiel il y a cela quelques années maintenant, en 2014, pour rattraper tout simplement la dernière date et le dernier acte pris par le chef de l'État avant la désignation du président du conseil d'administration, du directeur général et du directeur général adjoint de cette structure. Autre information rattrapée par Cameroun Tribune ce matin, c'est cette quête des financements, mise en place cette quête par le Cameroun et pilotée par le président Paul Biya, qui est à la recherche des financements pour essayer d'accélérer le processus d'atteinte du point d'émergence à l'horizon 2035 pour le Cameroun. Paul Biya est en train de consulter, il a reçu en audience d'ailleurs, le chef de l'État a reçu Christina Rivero de Taizen, qui est spécialisée en investissement et mobilisation des capitaux. La consultante internationale a évoqué avec son hôte les possibilités d'aider le Cameroun dans son développement de l'atteinte de l'émergence. C'est d'ailleurs la grande une choisie par Cameroun Tribune ce matin autour de cette activité présidentielle au Palais de l'Unité des Toudis. Quels peuvent le sort des personnes disparues? Que dire justement de celles des personnes, des victimes qui n'ont pas été retrouvées jusqu'à présent? Thomas Dissaké, qui a perdu son épouse dans cette catastrophe et qui n'a toujours pas retrouvé le corps de son épouse. Nous nous sentons oubliés par l'enquête, dit-il dans les colonnes de l'essentiel du Cameroun. Le gardien de poste est dans les kiosques ce matin et nous parle justement de ce comité exécutif national spécial du NEC, du SDF, peut-être extraordinaire, qui va se tenir demain à Bamenda. Le sort des maires qui n'ont pas respecté l'appel au boycott du Social Democratic Front pourraient être scellés demain du côté de Bamenda. Les 3 maires en question sont d'ailleurs cités par notre confrère ce matin. Ils étaient bel et bien présents à la place des fêtes, les différentes localités lors de cette célébration de la fête de l'unité nationale. Qu'est-ce que le SDF va réserver à ces maires désobéissants ou qui n'ont pas obéi aux ordres de la hiérarchie du parti? C'est à lire avec le gardien de poste ce matin qui pose justement ce titre en perspective. Le journal nous rappelle également que du côté du tribunal militaire, Maître Akbor pourrait être libéré, Dr Fontem pourrait également être libéré, mais le sort de Bibixi, Mancho et les 25 autres n'est pas connu. Peut-être qu'eux, ils vont rester en prison. Dans tous les cas, le journal s'arrête un peu avec étonnement
sur la tournure que prennent les événements du côté du tribunal militaire de Yaoundé relativement à ce procès qui est ouvert contre ces personnes dans le cadre de la crise anglophone. À lire dans les kiosques également ce matin, et justement, c'est Vision 4 qui a tiré la sonnette d'alarme il y a de cela quelques jours sur le calvaire des personnes souffrant d'insuffisance rénale du côté de Douala, avec la rupture annoncée et inquiétante des consommables pour les séances d'hémodialyse. Le Messager consacre sa grande une à cette information et nous apprend d'ailleurs que depuis que cette menace de rupture est enregistrée, rupture peut-être officielle, il y a déjà eu 3 morts selon le chiffre proposé par le journal de feu Pius Ndiaoué ce matin. L'hôpital général de Yaoundé compte déjà ces morts relativement à ces problèmes liés à l'hémodialyse, titre notre confrère, qui n'oublie pas également de parler de la crise anglophone, peut-être vers la libération des leaders. On lira également avec notre confrère Le Messager ce matin, le gouvernement qui est à l'épreuve de sa communication. On le voit bien, le SAGO 2017 est annoncé pour les 20 et 30 juillet prochains ici à Yaoundé. Naturellement, le gouvernement doit s'exposer derrière ses activités du salon d'action gouvernementale à vitrine du Cameroun. Les institutions privées sont également appelées à se mobiliser pour montrer ce qu'elles réalisent, peut-être établir les plateformes d'échange et autres avec les visiteurs du SAGO. La Nouvelle Expression parle également du tribunal militaire. Le journal de Séverin Tchunke s'intéresse à cette libération presque annoncée des leaders anglophones en attendant justement de les libérer pour le mois de juin prochain. Il est déjà, selon notre confrère, plus ou moins clair qu'on est en train d'aller vers la libération de ces leaders anglophones. Le journal parle également de cet accident ferroviaire des ECA avec un expert qui, selon notre confrère, décortique le communiqué du secrétariat général de la présidence de la République. Et puis finalement l'Académie de football, on l'a vu avec le Messager par exemple, qui parle également de ce choix de Issa Ayatou qui est tiré de sa retraite. La Nouvelle Expression nous parle justement de l'Académie de football avec ses responsables qui ont été nommés pour gérer une coquille pratiquement vide. Forum libre et les inquiétudes autour du Ramadan 2017 qui commence demain, le mois du jeûne du Ramadan. Le gouvernement aurait-il abandonné les musulmans avec des questions liées à la disponibilité du sucre? Même si on le sait depuis quelque temps, Sosukam a répondu à cette question. Le ministère du Commerce a également répondu à cette question. Mais Forum Libre trouve qu'il y a encore des inquiétudes sur relativement la disponibilité du sucre et que le gouvernement semble ne pas se mobiliser de façon particulière pour ne pas amener les musulmans à passer cette période d'abstinence sans sucre. Le journal parle également de remaniement ministériel. Ils veulent tous entrer au gouvernement. Quelles sont ces personnalités qui se mobilisent et utilisent tous les artifices pour espérer entrer au gouvernement? C'est à lire dans les colonnes de ce journal. Info Sud, Info Plus nous parle de cette mobilisation de l'Académie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le lancement des différents séminaires RDPC est enregistré du côté des Bolova. C'est Madeleine Tchouente qui va piloter justement ces séminaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Aux côtés de Madeleine Tchouente, on retrouve le professeur Jacques Famdongo. Les deux personnalités citées par Sud Info Plus ont sa grande une ce matin pour mobiliser le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région du Sud. Ils ont déjà, au regard justement de la préparation de ce séminaire, ils ont déjà réussi le pari de la mobilisation des militants de base dans la région du Sud. À lire également avec Sud Info Plus ce matin, cette région qui est déjà satisfaite, c'est un dossier, la région du Sud, en rang serré avec le président Paul Biya, c'est davantage serré grâce aux nombreux projets qui sont développés dans cette partie du pays. D'ailleurs, le journaliste, au-delà des projets, des personnalités qui semblent aujourd'hui maintenir très vive le flambeau ou la flamme du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région du Sud, Camraï, un audit de la concession de 1999 en passant par l'avenant 2005 et celui de 2008 nous dira, répond-il, si effectivement les tâches dédiées à la société Camraï ont été bien remplies. Autre préoccupation, quand on connaît par exemple la toute puissance de Bolloré et ses rapports dits très étroits avec le pouvoir,
à quoi faut-il s'attendre, étant donné seulement que Camraille est le principal responsable de cet accident. Il le dit, je sais qu'il y a un chef d'État au Cameroun, je sais qu'il y a une catastrophe et que les Camerounais sont morts et que les dégâts matériels très importants ont été constatés. Il ne me reviendrait en aucun moment de penser que les vivants que nous sommes et que le chef de l'État compris puissions défendre quelque intérêt que ce soit contre ceux-là qui n'ont plus la capacité de se défendre. Il donne également quelques explications et réponses techniques dans les colonnes de mutation et mutation comme la plupart des titres qu'on a reçus ce matin qui s'arrêtent également sur cette conférence de presse ou cette conférence interdite d'Amnesty International, mais également cette sortie du tribunal militaire qui annonce peut-être la libération des leaders du consortium. C'est à lire avec mutation ce matin, mais c'est davantage à lire dans les colonnes de l'essentiel du Cameroun, un dossier costaud sur la catastrophe ferroviaire des ECAM. Le rapport qui accable Camraille, l'essentiel du Cameroun, nous donne l'essentiel justement du contenu du communiqué de la présidence de la République sur les causes de cet accident, sur les responsables et les responsabilités, sur l'indemnisation des victimes, mais les réponses à une question de sortie. Que va-t-il se passer maintenant? Le costaud dossier est publié et proposé par l'essentiel du Cameroun sur tous ces points qui bénéficient d'éclairage pour le bonheur justement des lecteurs qui chercheront davantage à comprendre ce que veut dire la sortie du chef de l'État, quelles sont les attentes justement à nourrir à la fois pour l'amélioration du système de transport ferroviaire du Cameroun, mais la prise en charge directe justement des victimes de cette catastrophe. Ce que révèle le rapport nous propose notre confrère ce matin, qui s'arrête sur la vitesse excessive, qui s'arrête sur la situation du conducteur reconnu par le communiqué, qui avait alerté sa hiérarchie, mais également la qualité de ces voitures chinoises qui sont également mises en cause à cause d'un système de freinage problématique. Qui est donc finalement responsable dans cette affaire. La responsabilité de Camraille est également définie par notre confrère ce matin, mais il pourrait également avoir une question, celle liée à une sorte de responsabilité politique. Tout cela apparaît dans les colonnes de l'essentiel du Cameroun dans ce costaud dossier, avec naturellement des perspectives répondant à la question sur ce qui va se passer maintenant, l'indemnisation des victimes elles-mêmes en question, de quoi s'agit-il, mieux organiser les secours également dans notre pays, l'une des préoccupations de ce rapport, mais il y a malheureusement